Ma sœur a utilisé ma précieuse échographie pour simuler sa propre grossesse. Ma mère a rallié, déclarant « Elle apporte de la joie, contrairement à votre existence stérile. » Je les ai regardés planifier une grande fête. Puis le médecin dont le nom figurait sur l'échographie est monté sur scène et leurs visages se sont effondrés. Je m'appelle Nathalie, j'ai 32 ans et je suis enceinte de mon premier enfant. La grossesse devrait être magique, remplie d'attente et de joie alors que l'on se prépare à accueillir une nouvelle vie. Ma sœur Amber et moi avons toujours été proches malgré notre relation compliquée. Mais rien ne m'avait préparé à ce qui allait suivre. Je n'aurais jamais imaginé que ma propre sœur volerait quelque chose d'aussi précieux, mon échographie, et prétendrait que mon bébé était le sien. Si vous avez déjà été trahi par un membre de votre famille, aimez cette vidéo et dites-moi d'où vous la regardez. Cette histoire me brise encore le cœur à raconter. Michael et moi étions mariés depuis 3 merveilleuses années avant de décider d'essayer d'avoir un bébé. Nous vivions dans une modeste maison à 2 chambres dans la banlieue de Boston. Rien d'extraordinaire, mais c'était notre foyer, rempli d'amour et de rêve d'agrandir notre famille. La future chambre de bébé était alors mon bureau à domicile, une petite pièce au mur jaune doux qui captait parfaitement le soleil du matin. J'avais déjà imaginé comment nous la transformerions une fois notre bébé arrivé. En tant qu'infirmière en pédiatrie à l'hôpital pour enfants de Boston, je passais mes journées à prendre soin des enfants des autres. L'ironie ne m'échappait pas, aider les enfants malades à guérir était ma passion, pourtant, avoir un enfant à nous s'est avéré difficile. Pendant 18 mois, nous avons essayé. Chaque test de grossesse négatif était comme un petit déchirement. J'ai suivi mon ovulation, changé mon régime alimentaire, essayé l'acupuncture, tout ce qui pouvait aider. Michael est resté mon roc à travers tout cela, ne me permettant jamais de perdre espoir. Amber est ma sœur cadette, avec seulement 2 ans d'écart entre nous, mais parfois, on aurait dit que nous venions de planètes différentes. En grandissant, notre relation était définie par son besoin constant d'avoir tout ce que j'avais. Quand j'ai eu un nouveau sac à dos pour l'école, Amber faisait une crise de colère jusqu'à ce que maman lui en achète un identique. Quand j'ai rejoint l'équipe de volley-ball, Amber s'est soudainement intéressée au volley-ball aussi. Ce schéma a continué pendant nos années d'adolescence. Mon premier petit ami n'a pas été épargné par l'attention d'Amber. Mon choix d'université est devenu son choix d'université, et même l'aménagement de mon premier appartement a été mystérieusement dupliqué quand Amber a déménagé. Nos parents ont involontairement encouragé ce comportement. Maman avait toujours une tendresse particulière pour Amber. Mon père la décrivait comme délicate et ayant besoin d'une attention supplémentaire. Papa a essayé de rester neutre, mais il travaillait de longues heures et manquait souvent les dynamiques subtiles qui se jouaient entre nous. J'ai appris très tôt à garder les choses spéciales privées, à me forger des expériences qui n'appartenaient qu'à moi. Ce n'était pas sain, mais c'était une question de survie. Ces dernières années, la vie d'Amber avait été une série de déceptions. Elle a enchaîné les emplois, gestion de commerce de détail, assistante immobilière, entraîneuse personnelle, ne restant jamais plus de 8 mois. Sa vie romantique suivait un schéma similaire. Les hommes étaient initialement attirés par sa personnalité vibrante et son apparence saisissante. Amber avait les mêmes cheveux foncés que moi, mais avec des boucles naturelles que j'avais toujours enviées, et des yeux verts que les gens commentaient partout où elle allait. Mais les relations s'essoufflaient une fois que ses partenaires découvraient sa tendance aux émotions dramatiques et sa nature compétitive. Son petit ami le plus récent, Jackson, semblait différent. Ils sont sortis ensemble pendant près de 2 ans, un record pour Amber. Il était stable, gentil et travaillait comme architecte. Ils parlaient de mariage, de construire une vie ensemble. Puis, soudainement, ils ont rompu. Amber était dévastée, mais muette sur le sujet. Par des amis communs, j'ai appris que Jackson voulait des enfants et qu'Amber avait hésité, changeant d'avis à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il ne puisse plus supporter l'incertitude. Après leur rupture, la fixation d'Amber sur la recherche d'un partenaire et la fondation d'une famille s'est intensifiée. Chaque conversation revenait à son horloge biologique, ses peurs de finir seul, sa jalousie des amis qui postaient des annonces de bébés sur les réseaux sociaux. J'ai essayé d'être de soutien tout en suggérant gentiment qu'une thérapie pourrait l'aider à gérer ses sentiments. Elle a rejeté l'idée immédiatement. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte après 1 an et demi d'efforts, j'étais folle de joie et terrifiée simultanément. Les 2 lignes roses sur ce test représentaient tout ce que nous espérions. Michael a pleuré quand je le lui ai dit, posant sa main sur mon ventre encore plat et chuchotant bonjour à notre bébé.
Nous avons convenu d'attendre la 12e semaine pour le dire à la famille élargie, bien que je n'ai pas pu résister à l'envie d'annoncer la nouvelle à mes parents tout de suite. Maman et papa étaient fous de joie que leur premier petit enfant soit en route. Ils ont promis de garder notre secret jusqu'à ce que nous soyons prêts pour une annonce plus large. J'ai hésité à le dire à Amber plus tôt, sachant que son état émotionnel avait été fragile depuis sa rupture avec Jackson. Michael a suggéré d'attendre, me rappelant comment elle avait réagi à ma promotion l'année dernière, avec 4 sourires, puis une semaine de comportement distant. Mais c'était ma sœur. Si je ne pouvais pas partager cette joie avec elle, qu'est-ce que cela disait de notre relation? Alors, je l'ai invitée à prendre un café dans ma boulangerie locale préférée, un espace neutre où je pourrais sonder sa réaction. Quand je le lui ai dit, le visage d'Amber est passé par plusieurs émotions, surprise, quelque chose d'indéchiffrable, puis ce qui semblait être un bonheur authentique. Elle m'a serré fort, a demandé quand j'étais prévu, et a immédiatement commencé à parler d'organiser ma fête prénatale. Son enthousiasme semblait sincère, et je me suis senti soulagé. Peut-être que ce bébé nous rapprocherait. Les semaines suivantes, Amber m'envoyait des SMS quotidiens pour savoir comment je me sentais. Elle m'a apporté des bonbons au gingembre quand j'ai eu des nausées matinales, a recherché des vitamines prénatales, et semblait investie dans mon parcours de grossesse. Pourtant, quelque chose de bizarre émanait de son intérêt soudain et intense. Les questions sont devenues de plus en plus spécifiques concernant mes rendez-vous chez le médecin, les dates exactes des échographies, l'hôpital où j'allais accoucher. J'ai attribué mon malaise aux hormones de grossesse, me rendant paranoïaque. Puis, je l'ai surprise en train de fouiller dans mon sac à main un après-midi pendant que j'étais aux toilettes. Confrontée, elle en a ri, disant qu'elle cherchait une menthe. Je n'ai pas mentionné que les menthes étaient visibles dans la poche extérieure, nulle part où ses mains n'avaient été. Avec le recul, j'aurais dû reconnaître ces éléments comme les premiers signaux d'alarme, mais je voulais tellement croire que ma sœur était simplement excitée à l'idée de devenir tante. J'ai ignoré les signes avant-coureurs, une décision que je regretterai bientôt. Mon premier trimestre fut difficile. Les nausées matinales m'ont frappé de plein fouet. Sauf que ce n'était pas seulement des nausées matinales, c'était des nausées toute la journée. J'ai perdu 7 livres au lieu de prendre du poids, quelque chose que mon médecin a suivi de près. La fatigue était différente de tout ce que j'avais connu. Je m'endormais sur le canapé vers 20h tous les soirs, parfois au milieu d'une conversation avec Michael. Malgré l'inconfort, chaque symptôme me rassurait sur le fait que les hormones coulaient et que notre bébé se développait. À 8 semaines, nous avons eu notre premier rendez-vous échographique. L'image granuleuse en noir et blanc sur l'écran ne ressemblait pas à grand-chose pour l'œil non averti, mais pour nous, c'était tout. Le battement rapide de ce petit cœur, 167 battements par minute, m'a mis les larmes aux yeux. Le technicien a imprimé plusieurs copies, qui sont immédiatement devenues ma possession la plus précieuse. L'une est allée dans mon portefeuille, une sur le réfrigérateur, et les autres dans une boîte à souvenirs spéciale que j'avais achetée spécifiquement pour les souvenirs de grossesse. Quand nous avons atteint la 12e semaine, Michael et moi avons organisé un petit dîner pour annoncer la nouvelle à nos amis proches et à notre famille élargie. J'ai préparé la recette de lasagne de ma grand-mère, et Michael a décoré la salle à manger avec des indices subtils, une petite paire de chaussures de bébé comme centre de table, des photos d'échographie glissées dans le coin d'une photo de famille encadrée. Nous n'avons rien annoncé immédiatement, attendant de voir si quelqu'un remarquerait les indices. Amber est arrivée 20 minutes en avance, offrant d'aider à la préparation. Elle portait une nouvelle robe et semblait inhabituellement intéressée par l'arrangement de la table. Lorsque nos amis Rachel et son mari Tom sont arrivés, suivis par le frère de Michael, James, et sa femme Sarah, la soirée a commencé pour de bon. La conversation a coulé avec le vin, du cidre pétillant pour moi, et finalement, pendant le dessert, mon beau-frère, James, a repéré l'échographie. « Attendez une minute, dit-il, pointant du doigt le cadre. C'est bien ce que je pense ? » Michael m'a serré la main sous la table tandis que nous confirmions la nouvelle. La pièce a éclaté en félicitations, câlins et questions excitées sur les dates d'accouchement et les préférences de sexe. La réaction d'Amber fut discrète par rapport à celle des autres. Elle a souri et a offert ses félicitations, mais j'ai remarqué que ses yeux ne correspondaient pas tout à fait à son expression. Lorsque Rachel m'a demandé comment je me sentais, Amber a interrompu avant que je puisse répondre. Elle a été si malade, a dit Amber comme si elle était l'autorité en matière de ma grossesse. Bien pire que la plupart des femmes. Le médecin est un peu inquiet. Ce n'était pas vrai.
Mon médecin m'avait assuré que, bien que désagréables, mes symptômes étaient normaux. Lorsque je l'ai corrigé, Amber en a ri comme d'un malentendu, mais j'ai aperçu un éclair de quelque chose dans son expression, agacement, embarras. Je ne pouvais pas vraiment le définir. Au fil des semaines, la présence d'Amber à la maison a augmenté. Elle passait sans prévenir, offrant d'aider aux tâches ménagères ou apportant des collations adaptées à la grossesse. Bien que j'aie apprécié le soutien, son omniprésence a commencé à devenir intrusive. Elle avait réorganisé des choses dans notre cuisine, affirmant qu'elle organisait mieux pour l'arrivée du bébé. Elle posait des questions détaillées sur mes soins médicaux qui semblaient au-delà de l'intérêt normal. Quel médecin vois-tu encore? Quelle est sa spécialité? A-t-elle des privilèges hospitaliers à Merci et Général, ou seulement l'un des deux? À quelle heure tes rendez-vous sont-ils généralement fixés? Michael a commencé à exprimer son inquiétude concernant le comportement trop envahissant d'Amber. C'est comme si c'était elle qui avait le bébé, a-t-il commenté un soir après son départ. As-tu remarqué comment elle t'a corrigé sur ta date d'accouchement? Comme si tu ne savais pas quand ton propre enfant était prévu. J'ai balayé ses inquiétudes, attribuant le comportement d'Amber à l'enthousiasme de devenir tante. Mais au fond de moi, quelque chose n'allait pas. La sœur qui avait toujours rivalisé avec moi était maintenant intensément concentrée sur ma grossesse, presque comme si elle l'étudiait. À 16 semaines, j'ai posté notre première annonce sur les réseaux sociaux, une simple photo de Michael et moi tenant l'image de l'échographie avec la légende « Bébé Wilson », arrivée en août 2025. Les commentaires ont afflué d'amis et de collègues offrant leurs félicitations et leurs vœux. Le commentaire d'Amber s'est démarqué, « Je sais exactement ce que tu ressens en ce moment. » Un moment si spécial. Le libellé m'a semblé étrange. Comment pouvait-elle savoir exactement ce que je ressentais? À mesure que mon deuxième trimestre avançait, mon ventre a commencé à s'arrondir. La petite bosse est devenue impossible à cacher, et je l'ai embrassée, me sentant enfin comme si ma grossesse était réelle et visible pour le monde. J'ai commencé un journal en ligne privé documentant chaque étape, chaque frémissement et coup de pied. J'ai enregistré mes mesures de taille, mes symptômes et mes émotions, créant un souvenir pour notre enfant un jour. Mon échographie morphologique des 20 semaines fut un moment fort. L'échographie détaillée montrait de petits doigts et orteils parfaits, la colonne vertébrale et les organes se développant exactement comme prévu. Nous avons décidé de connaître le sexe du bébé. Folle de joie de découvrir que nous attendions une petite fille. Le technicien a imprimé plusieurs images, y compris un rendu 3D qui montrait clairement ses traits faciaux. Ces précieuses photos ont rejoint les autres dans ma boîte à souvenirs, que je gardais sur ma table de chevet. Une semaine plus tard, j'ai remarqué que la boîte avait été légèrement déplacée. Le ruban que j'avais inconsciemment noué d'une certaine manière était noué différemment. Quand je l'ai ouverte, tout semblait être là, mais quelque chose n'allait pas avec l'arrangement. J'en ai parlé à Michael, qui a suggéré que je l'avais peut-être déplacé en dépoussiérant. Le « cerveau de grossesse » était une réalité. Nous avons plaisanté en disant que j'avais déjà oublié des rendez-vous et égaré mes clés plus au cours des derniers mois qu'au cours de l'année précédente. À peu près à cette époque, le comportement d'Amber a de nouveau changé. Elle a commencé à annuler nos plans ensemble, affirmant que le travail était chargé ou qu'elle ne se sentait pas bien. Notre tradition du brunch du dimanche est tombée à l'eau. Elle restait engagée par SMS, demandant toujours des nouvelles du bébé, mais les rencontres en personne sont devenues rares. Quand j'ai demandé si tout allait bien, elle m'a assuré qu'elle me laissait simplement de l'espace pour me reposer et me préparer à la maternité. Je n'ai pas réalisé alors que son absence n'était pas du tout pour me donner de l'espace. Amber était occupée à construire une supercherie élaborée qui détruirait presque notre famille. À 24 semaines de grossesse, j'avais trouvé une routine confortable. Mon énergie était revenue. La chambre de bébé prenait forme, et nous avions commencé des cours de préparation à l'accouchement à l'hôpital local. La vie me semblait bonne, exigeante, mais bonne. Michael avait été promu au travail, ce qui signifiait des heures plus longues temporairement, mais un meilleur congé paternité à l'arrivée du bébé. Nous nous en sortions, abordant ce nouveau chapitre ensemble. Un samedi matin, en organisant le placard de la chambre de bébé, j'ai décidé de feuilleter ma boîte à souvenirs, voulant comparer mon échographie de 20 semaines avec les images de 24 semaines que nous venions de recevoir. Alors que je triais les photos, une froide réalisation m'a frappé. L'une des images d'échographie 3D du rendez-vous des 20 semaines manquait. J'ai vidé toute la boîte, cherchant frénétiquement,
mais elle n'était pas là. J'ai appelé Michael, qui m'a aidé à fouiller la chambre, pensant qu'elle aurait pu tomber. Nous avons vérifié sous le lit, dans les tiroirs, entre les livres sur la table de chevet, nulle part. J'ai essayé de me souvenir de la dernière fois que j'avais regardé dans la boîte. Amber était venue il y a 3 jours, apportant une couverture de bébé qu'elle avait trouvée dans une boutique. Elle était restée seule dans notre chambre quelques minutes pendant que je répondais à un appel téléphonique. « Tu ne penses pas » a commencé Michael, puis il s'est arrêté. « Non » ai-je dit fermement. « Elle ne ferait pas ça. » J'ai essayé d'écarter cette pensée, mais un nœud s'est formé dans mon estomac. J'ai envoyé un SMS à Amber l'air de rien, lui demandant si elle avait vu la photo d'échographie quand elle était venue. Elle a répondu rapidement, trop rapidement, niant avoir été dans la chambre du tout pendant sa visite. C'était un mensonge évident. Je l'avais surprise en train de regarder les photos encadrées sur notre commode. 2 jours plus tard, mon amie Rachel m'a appelé, sa voix pétillante d'excitation. « Je n'arrive pas à croire que tu ne m'aies pas dit qu'Amber est enceinte aussi. C'est incroyable. Les cousins auront le même âge. Elle est prévue pour quand ? » J'ai eu le sang glacé. « De quoi parles-tu ? Amber n'est pas enceinte. » La confusion de Rachel était évidente, mais elle vient de l'annoncer sur Instagram hier. Elle a posté une photo d'échographie et tout. Elle attend une fille aussi, prévue en août. J'ai supposé que tu savais. Les mains tremblantes, j'ai remercié Rachel et j'ai raccroché. J'ai immédiatement ouvert Instagram où le message d'Amber m'attendait en haut de mon fil. C'était là, mon image d'échographie manquante avec la légende, folle de joie d'annoncer que la petite fille Thompson arrive en août 2025. Jackson et moi ne pourrions pas être plus heureux de fonder notre famille ensemble. Le message incluait des hashtags sur les « bébés arc-en-ciel » et les « miracles après des difficultés ». La pièce a tourné autour de moi. Jackson, son ex-petit ami, était tagué, bien qu'il n'ait pas répondu ni aimé le message. L'image d'échographie était indubitablement la mienne, la même qui manquait dans ma boîte à souvenirs. La date d'accouchement qu'elle prétendait était à quelques jours de ma vraie date d'accouchement. J'ai appelé Amber immédiatement, le cœur battant. Elle a répondu joyeusement, comme si de rien n'était. « Comment as-tu pu » ai-je réussi à dire, ma voix à peine un murmure. « C'est mon échographie, Amber. Mon bébé. »« De quoi parles-tu » a-t-elle répondu, son ton défensif. « Je suis enceinte aussi, Nathalie. Je sais que c'est difficile pour toi de ne pas être le centre d'attention pour une fois, mais tu pourrais au moins être heureuse pour moi. Tu as rompu avec Jackson il y a des semaines. C'est impossible. Nous nous sommes remis ensemble, a-t-elle claqué. Ça s'est passé vite, oui, mais ces choses arrivent. Je raccroche maintenant. Ta jalousie est vraiment décevante. Avant que je puisse répondre, elle a raccroché. Je suis resté figé, fixant mon téléphone. En quelques minutes, mes parents ont appelé, ravis de la nouvelle d'Amber. Ils se sont répandus en éloges sur le fait d'avoir 2 petits-enfants arrivant en même temps. Comme ce serait spécial pour notre famille. Je n'ai pas pu me résoudre à leur dire la vérité, pas au téléphone, pas quand ils avaient l'air si heureux. Michael était furieux quand il est rentré à la maison et a appris ce qui s'était passé. Il voulait appeler mes parents immédiatement pour affronter Amber publiquement. J'ai hésité, préoccupé par l'état mental de ma sœur. Qu'est-ce qui la pousserait à un mensonge aussi élaboré ? Une partie de moi craignait qu'en l'exposant publiquement, cela la pousse à bout. Elle a volé l'image de notre bébé, Nathalie, a dit Michael fermement. Elle prétend que sa grossesse est la sienne. Ce n'est pas juste bizarre, c'est dérangeant. Il avait raison, bien sûr. Mais j'avais besoin de preuves au-delà de ma seule photo manquante. J'avais besoin de comprendre l'ampleur de sa supercherie avant de l'affronter. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai demandé à une amie commune de m'envoyer des captures d'écran de ses messages privés avec Amber. Ce que j'ai découvert était glacial. Pendant des semaines, Amber avait envoyé à ses amis des messages détaillés sur son parcours de grossesse. Elle a décrit des nausées matinales identiques aux miennes, des envies qui correspondaient exactement aux miennes, et des rendez-vous chez le médecin programmés de manière suspecte près des miens. Elle avait même dit aux gens qu'elle voyait mon obstétricien, le docteur Lavigne, bien qu'elle prétendît être dans un bureau différent. Le plus troublant étaient les images d'échographie supplémentaires qu'elle avait partagées en privé, toutes volées de ma boîte à souvenirs.
Je réalisais maintenant que des photos que je n'avais même pas remarquées manquaient. Elle avait créé un récit de grossesse fictif entier, reflétant mon expérience semaine après semaine, en restant juste derrière mon calendrier afin de pouvoir copier mes symptômes et mes étapes. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. La trahison m'a profondément blessé. Mais au-delà de ma propre douleur, je m'inquiétais pour Amber. Ce n'était pas une simple jalousie ou un désir d'attention. C'était quelque chose de bien plus préoccupant. Que se passerait-il en août si elle n'avait pas de bébé à présenter? Jusqu'où pousserait-elle la mascarade? Les semaines suivantes ont apporté une escalade surréaliste à la supercherie d'Amber. À 26 semaines de grossesse, j'ai assisté à un dîner de famille chez mes parents, redoutant la confrontation inévitable avec Amber. Quand elle est arrivée, j'ai figé d'incrédulité. Elle portait une robe ajustée avec ce qui semblait être un ventre de femme enceinte, plus petit que le mien, mais incontestable. Elle avait acheté un faux ventre où s'était rembourré pour maintenir l'illusion. Tout au long du dîner, elle a imité mes symptômes avec une précision déconcertante. Quand j'ai mentionné les brûlures d'estomac, elle a posé sa main sur son faux ventre et s'est plainte d'éprouver la même chose. Quand j'ai refusé du vin, elle a fait de grandes manières pour demander de l'eau pétillante pour le bébé. Elle s'est même excusée pour aller aux toilettes à un moment donné, revenant avec des commentaires sur le bébé appuyant sur sa vessie. Mes parents étaient complètement dupés, enchantés par l'idée que leur fille partage ce voyage simultanément. Maman parlait avec excitation de la fête prénatale commune qu'elle planifiait, tandis que papa rayonnait de fierté à l'idée de 2 petits-enfants. Je suis restée principalement silencieuse, observant ce spectacle se dérouler, toujours incertaine de la façon d'aborder le sujet sans provoquer une implosion familiale. Michael m'a serré la main sous la table, son expression exprimant à la fois soutien et inquiétude. Nous avions convenu de rassembler plus de preuves avant d'affronter Amber et mes parents. Mais regardez, cette mascarade devenait insupportable. 3 jours après ma fête de révélation du sexe, où des amis proches et la famille ont célébré la nouvelle d'attendre une fille, Amber a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle aussi attendait une fille. Le timing n'était pas une coïncidence. Elle avait attendu juste assez longtemps pour que cela semble que son rendez-vous était tombé après le mien, plutôt que de copier purement et simplement ma nouvelle. La situation est devenue plus bizarre quand j'ai découvert qu'Amber avait créé une liste de naissance avec des articles presque identiques à ceux de la mienne. Le même berceau, le même système de poussette, même le même mobile fait main unique que j'avais trouvé chez un artisan du Maine. Quand des amis ont mentionné la similitude, elle en a ri comme d'une télépathie de sœur. Plus préoccupant encore, j'ai appris que son nouveau petit ami Brian, oui, il y avait soudainement un Brian au lieu d'un Jackson réconcilié, croyait complètement en sa grossesse. Grâce aux réseaux sociaux, j'ai appris qu'ils s'étaient rencontrés il y a seulement quelques semaines dans un café. Il apparaissait sur ses photos, touchant fièrement son faux ventre, l'accompagnant à ce qu'elle prétendait être des rendez-vous chez le médecin. Dans un message particulièrement troublant, elle a tagué la même boutique de maternité où j'avais acheté des vêtements de grossesse, affirmant qu'ils avaient eu une journée shopping spéciale future maman. J'ai tenté à plusieurs reprises de parler à Amber en privé, l'appelant et lui envoyant des SMS pour suggérer une rencontre seule. Chaque fois, elle a éludé ou carrément refusé, toujours avec une excuse. Elle ne se sentait pas bien. Brian avait préparé une surprise. Elle avait besoin de se reposer. Quand je me suis rendu à son appartement sans prévenir un après-midi, elle a refusé d'ouvrir la porte, envoyant un SMS disant qu'elle suivait les ordres du médecin pour réduire le stress. Finalement, je l'ai convaincue de nous rencontrer chez mes parents, pensant qu'un lieu neutre pourrait aider. Cela s'est avéré désastreux. Quand j'ai calmement présenté les preuves, les images d'échographie volées, le calendrier copié, l'impossibilité de sa grossesse étant donné son statut relationnel récent, elle a éclaté en sanglots. Entre ces sanglots, elle m'a accusé d'essayer de gâcher son bonheur par jalousie. Mes parents, témoins de cet effondrement, se sont immédiatement précipités pour la réconforter. « Nathalie, comment peux-tu dire de telles choses ?» a exigé ma mère, son bras autour des épaules d'Amber. « Ta sœur est enceinte. Pourquoi mentirait-elle sur quelque chose d'aussi important ? » « Parce qu'elle a déjà fait ça, ai-je rétorqué, ma voix montant malgré mes efforts pour rester calme. Elle a toujours voulu ce que j'ai, mais cette fois, c'est allé trop loin. Tu as toujours été jalouse du bonheur de ta sœur, a dit mon père, sa déception évidente. Je pensais que tu avais dépassé cette compétition. J'ai été abasourdi en silence. D'une manière ou d'une autre, j'étais devenue la méchante dans ce scénario.
Amber a continué à sangloter dramatiquement tout en me lançant des regards triomphants quand nos parents ne regardaient pas. Michael, qui était resté silencieux jusqu'à ce point, a finalement pris la parole. Avec tout le respect que je vous dois, a-t-il dit fermement. Amber a volé nos images d'échographie. Nous avons des preuves. Elle ment à tout le monde, y compris à Brian. Ce n'est pas sain et l'encourager n'aide personne. Mes parents ont écarté ces inquiétudes comme de la loyauté envers moi, suggérant que nous partions pour laisser Amber se reposer. Alors que nous rentrions en voiture, le poids total de la situation m'a écrasé. Non seulement ma sœur perpétrait une fraude élaborée, mais mes parents la soutenaient involontairement. Pire encore, ils me considéraient maintenant comme le problème. Le stress a commencé à affecter ma vraie grossesse. À mon rendez-vous de 28 semaines, le docteur Lavigne a noté ma tension artérielle élevée avec inquiétude. Elle m'a interrogé sur les facteurs de stress dans ma vie, et toute l'histoire est sortie d'un coup. Son expression est passée de l'intérêt professionnel à une véritable alarme alors que j'expliquais la situation. « Nathalie, ce niveau de stress n'est pas bon pour vous ou votre bébé », a-t-elle averti. « Je suis préoccupée par le risque de prééclampsie si votre tension artérielle reste élevée. Vous devez prioriser votre santé et le bien-être de votre bébé, même si cela signifie créer une distance temporaire avec cette situation. » Ces conseils médicaux m'ont donné la permission de prendre du recul. Michael et moi avons convenu de limiter les contacts avec ma famille jusqu'à après l'arrivée du bébé, nous concentrant plutôt sur la préparation de la naissance de notre fille dans un environnement positif. Nous avons changé nos numéros de téléphone, ajusté les paramètres de confidentialité sur les réseaux sociaux, et informé nos amis proches de la situation, leur demandant de ne pas partager nos informations personnelles ou nos nouvelles. Pendant cette période de contact limité, Michael a pris sur lui de contacter Jackson, l'ex-petit ami d'Amber, dont elle avait initialement affirmé qu'il était le père de son bébé. Jackson a confirmé qu'ils ne s'étaient pas parlé depuis des mois, et encore moins réconciliés. Il était choqué d'apprendre ces allégations de grossesse et a exprimé son inquiétude concernant son état mental. Armé de cette confirmation supplémentaire, j'ai compilé toutes les preuves, les horodatage sur mes images d'échographie originales, les dossiers médicaux confirmant mes rendez-vous, les captures d'écran des messages d'Amber, les témoignages d'amis sur ses déclarations contradictoires. J'espérais que cette documentation aiderait finalement mes parents à comprendre la gravité de la situation. Pendant ce temps, la supercherie d'Amber a continué à s'intensifier. Elle a commencé à emprunter mes vêtements de maternité chez mes parents où j'avais stocké quelques articles de mon premier trimestre. Elle a posté des photos portant ma distinctive robe de maternité bleue, celle que Michael m'avait donnée pour notre anniversaire. Elle a copié ma routine d'exercice de grossesse, mes choix nutritionnels, même les livres que j'avais mentionné lire sur l'accouchement. Le point de rupture est survenu quand Amber a annoncé sur les réseaux sociaux que sa date d'accouchement était le 12 août, la date exacte que le docteur Lavigne avait confirmée pour ma livraison. Elle ne maintenait plus même le prétexte d'un calendrier différent. Elle avait entièrement coopté ma grossesse comme la sienne, jusqu'au jour même où notre fille devait arriver. Alors que mon 3e trimestre avançait et que la réalité de la maternité imminente s'installait, j'ai eu du mal à équilibrer la préparation de notre bébé avec le drame familial en cours. La chambre de bébé était prête, les sacs d'hôpital faits, le plan de naissance finalisé, tous les aspects pratiques étaient en ordre. Mais le coût émotionnel de la supercherie d'Amber et du soutien mal placé de mes parents pesait lourdement sur moi. Comment gérerions-nous les visites familiales après la naissance? Amber maintiendrait-elle sa mascarade même alors? Comment expliquerait-elle son propre manque de bébé le 12 août venu? Ces questions allaient être répondues plus tôt que prévu et d'une manière qu'aucun de nous n'aurait pu anticiper. À 32 semaines de grossesse, le docteur Lavigne m'a référé à un spécialiste en médecine materno-fétale pour un suivi supplémentaire en raison de ma tension artérielle élevée persistante. Le rendez-vous était prévu pour un mardi matin au Boston Maternal Care, un cabinet affilié à l'hôpital où je prévois d'accoucher. Michael a pris sa matinée de travail pour m'accompagner. Nous étions tous les deux anxieux de ce que le spécialiste pourrait dire. La veille du rendez-vous, j'ai reçu un SMS de Rachel qui m'a fait tressaillir. Je viens d'entendre Amber parler de son rendez-vous avec un spécialiste demain au Boston Maternal Care. Étrange coïncidence, n'est-ce pas? Pas une coïncidence du tout. D'une manière ou d'une autre, Amber avait appris ma référence et avait pris son propre rendez-vous au même cabinet, probablement le même jour. Plutôt que d'alerter le cabinet du médecin de la situation, Michael et moi avons pris une décision. Nous laisserions les événements se dérouler naturellement.
Si Amber avait bien pris un rendez-vous sous de faux prétextes, les professionnels de la santé identifieraient rapidement la supercherie. Nous sommes arrivés au cabinet 15 minutes en avance, nous sommes enregistrés et nous sommes assis dans la salle d'attente. Je me sentais étrangement calme, comme si nous avions atteint un point de non-retour où la vérité allait enfin prévaloir. 20 minutes plus tard, Amber est entrée avec Brian. Elle a vacillé un instant en nous voyant, mais s'est vite ressaisie, arborant un sourire et s'approchant. « Quelle coïncidence !» s'est-elle exclamée, sa voix artificiellement joyeuse. Ils m'ont aussi référé à un spécialiste. Les problèmes de tension artérielle sont héréditaires, je suppose. Brian a souri poliment, tendant la main à Michael. Il semblait sincèrement excité, sa main posée de manière protectrice sur le bas du dos d'Amber. J'ai ressenti un pincement de sympathie pour lui, un innocent spectateur sur le point de voir son monde bouleversé. « À combien de semaines êtes-vous maintenant » m'a-t-il demandé en toute décontraction. 32 semaines, ai-je répondu, observant attentivement l'expression d'Amber. Nous aussi, a-t-elle interrompu avant que Brian ne puisse répondre. Prévu pour le 12 août. La réceptionniste a appelé mon nom avant que je ne puisse répondre, et Michael et moi avons été conduits dans une salle d'examen. La spécialiste, le docteur Patterson, a été minutieuse et gentille, passant en revue mes antécédents et effectuant une échographie pour vérifier le bébé. Tout semblait bien malgré les préoccupations concernant la tension artérielle, et elle a prescrit un repos au lit modifié et un suivi supplémentaire pour le reste de ma grossesse. Alors que nous terminions le rendez-vous, le docteur Patterson a mentionné négligemment « Je vois que votre sœur est également enceinte et a un rendez-vous aujourd'hui. » Les jumeaux sont courants dans les familles, mais les mêmes dates d'accouchement sont une sacrée coïncidence. J'ai échangé un regard avec Michael avant de répondre prudemment « Oui, une sacrée coïncidence. » Le docteur Patterson a dû sentir quelque chose dans mon ton parce qu'elle a marqué une pause, me regardant plus attentivement. « Tout va bien entre vous deux ? Le soutien familial est important pendant la grossesse. » J'ai hésité, puis j'ai décidé que l'honnêteté était nécessaire. « Docteur, ma sœur n'est pas réellement enceinte. » Elle a fait semblant, utilisant mes images d'échographie et copiant mon calendrier de grossesse. Je crois qu'elle a peut-être pris ce rendez-vous sous de faux prétextes. L'expression du docteur Patterson est passée de la confusion à l'inquiétude. Je vois. C'est inhabituel. Je ne peux pas discuter d'un autre patient avec vous, bien sûr, mais j'apprécie que vous partagiez cette information. La sécurité des patients est notre priorité. Nous avons quitté la salle d'examen et nous sommes dirigés vers la sortie, passant par la salle d'attente où Brian était assis seul, faisant défiler son téléphone. Amber devait avoir été appelée pour son rendez-vous. Une partie de moi voulait partir immédiatement pour éviter la confrontation inévitable, mais Michael m'a serré la main, et nous nous sommes assis en face de Brian, attendant. 30 minutes plus tard, nous avons entendu des voix s'élever depuis le couloir. Une porte s'est ouverte et la voix d'Amber est devenue clairement audible, aiguë et frénétique, « Vous ne comprenez pas. Je suis enceinte. » Vérifiez encore. La réponse du docteur Patterson a été calme mais ferme, « Mademoiselle Thompson, comme je l'ai expliqué, il n'y a aucune preuve de grossesse. J'ai effectué une échographie et des analyses sanguines, toutes deux confirmant que vous n'êtes pas enceinte. J'aimerais discuter de certaines ressources qui pourraient vous aider à traverser cette situation. » Amber a émergé du couloir, le visage couvert de larmes et tordu de colère. Quand elle nous a vus dans la salle d'attente, elle a figé. Brian s'est levé, la confusion évidente sur son visage. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-il demandé, regardant entre Amber et la docteure qui l'avait suivi dans la salle d'attente. La maîtrise d'Amber s'est effondrée complètement. « Ils mentent ? Nathalie les a montés contre moi parce qu'elle est jalouse. Je suis enceinte, Brian. Je t'ai montré les échographies. » Le docteur Patterson a maintenu son professionnalisme malgré l'éclat. « Monsieur, je comprends que c'est déroutant et angoissant. Voudriez-vous entrer dans une pièce privée pour en discuter davantage ?» Brian semblait sous le choc, son regard allant d'Amber à la docteure. « Vous dites qu'elle n'est pas enceinte ? Mais les photos, les rendez-vous, tout. » Amber s'est jetée vers moi soudainement, son doigt pointant accusatoirement. « Dis-leur, Nathalie. Dis-leur que je suis enceinte aussi. Pourquoi me fais-tu ça ?» Un agent de sécurité est apparu, appelé par la réceptionniste qui avait déclenché une alarme silencieuse. La situation s'aggravait rapidement, Amber devenant de plus en plus hystérique.
Malgré tout ce qu'elle m'avait fait subir, regarder l'effondrement public de ma sœur était déchirant. Ce n'était pas la résolution que j'avais souhaitée. Je pense que nous devrions appeler tes parents, ai-je dit doucement à Amber, et peut-être un thérapeute. Je n'ai pas besoin d'un thérapeute, a-t-elle crié, attirant l'attention de tous dans la salle d'attente. Brian avait reculé, la réalité de la situation s'imposant clairement à lui. L'échographie dans ton appartement, a-t-il dit lentement. Il y a le nom de Nathalie dessus, n'est-ce pas? Je n'ai jamais regardé de près, mais c'est là. L'expression d'Amber s'est effondrée, les derniers vestiges de sa supercherie s'évanouissant. J'allais avoir un bébé, a-t-elle chuchoté. J'étais censé en avoir un maintenant. Jackson est parti parce que je ne pouvais pas m'engager à avoir des enfants, mais quand j'ai été prête, il était parti. Ce n'est pas juste qu'elle est tout. Ce n'a jamais été juste. La douleur brute dans sa voix a percé ma colère. Ce n'était pas seulement de la jalousie ou un désir d'attention. Ma sœur était profondément malade, prise dans une illusion qui avait spirale bien au-delà de son contrôle. Le docteur Patterson a parlé doucement à Amber, trouvons un endroit calme pour vous asseoir. Voudriez-vous que j'appelle quelqu'un pour vous? Un professionnel de la santé mentale pourrait être utile en ce moment. Amber a répondu en s'effondrant au sol, sanglotant de manière incontrôlable. L'agent de sécurité et une infirmière l'ont aidé à se rendre dans une pièce privée tandis que le docteur Patterson parlait doucement à Brian, qui semblait complètement dépassé par la révélation. Je ne l'ai rencontrée qu'il y a 8 semaines, l'ai-je entendu dire. Elle m'a dit qu'elle était déjà enceinte quand nous nous sommes rencontrés, que le père n'était pas dans le tableau. Je n'avais aucune idée. Rien de tout cela n'était réel. Son choc s'est rapidement transformé en colère. Il s'est approché de moi avant de partir, son expression mêlant embarras et rage. Saviez-vous qu'elle faisait ça tout ce temps? Pourquoi personne ne l'a arrêtée? Nous avons essayé, a expliqué Michael. Sa famille l'a cru plutôt que nous. Brian a secoué la tête d'incrédulité. Dites-lui de ne plus me contacter. Je ne peux pas. C'est trop. Sur ce, il est parti, une autre victime de la supercherie élaborée d'Amber. Le personnel de la clinique a contacté mes parents, expliquant qu'Amber avait besoin d'un soutien immédiat. Ils sont arrivés 30 minutes plus tard, confus et inquiets. Le médecin les a pris à part pour une conversation privée, expliquant probablement la situation. Quand ils ont émergé, ma mère pleurait et mon père avait le visage livide. Pour la première fois, ils ont vu la réalité de ce qui s'était passé. Leur fille cadette n'avait pas vécu une grossesse miracle aux côtés de sa sœur. Elle avait fabriqué un récit entièrement faux, complet avec des images médicales volées et un faux ventre. Leur vision parfaite de 2 petits-enfants arrivant ensemble s'est brisée en un instant. Alors qu'Amber était sous sédatif et préparé pour le transport vers une évaluation psychiatrique, ma mère m'a approché timidement. Nathalie, je ne comprends pas. Comment n'avons-nous pas vu cela? Ce n'était pas le moment des récriminations ou des « je vous l'avais bien dit ». Ma sœur avait besoin d'aide et mes parents avaient besoin de soutien pour s'adapter à cette réalité choquante. Malgré tout, ils étaient toujours ma famille. Nous allons nous en sortir, ai-je dit, posant une main sur mon ventre très réel de femme enceinte. Mais d'abord, Amber a besoin d'aide professionnelle. La famille qui s'était fracturée sous le poids d'une supercherie élaborée faisait maintenant face à un défi différent, aider une fille à travers une crise de santé mentale tout en soutenant l'autre à travers les dernières semaines de grossesse. Alors que nous quittions le cabinet médical ce jour-là, rien n'était résolu, mais au moins la vérité était enfin au grand jour. Les jours suivant la révélation au cabinet du médecin ont été chaotiques et épuisants émotionnellement. Amber a été admise à l'unité psychiatrique de l'hôpital général de Boston pour évaluation et traitement. Le diagnostic initial était une dépression sévère avec caractéristiques psychotiques compliquées par ce que le psychiatre a décrit comme un trouble factice, le terme médical pour fabriquer une maladie ou, dans ce cas, une grossesse. Mes parents étaient dévastés, luttant pour réconcilier la fille qu'ils pensaient connaître avec celle qui avait construit une supercherie aussi élaborée. Ils passaient la plupart de leur journée à l'hôpital, essayant de comprendre l'état d'Amber et son plan de traitement. Maman m'appelait tous les soirs avec des nouvelles, sa voix creuse d'épuisement et de culpabilité. Le médecin dit qu'elle a ses pensées depuis des mois, m'a-t-elle dit un soir. Depuis que Jackson a rompu avec elle, elle a vraiment cru à certains moments qu'elle était enceinte, qu'elle méritait d'être enceinte plus que et bien, plus que toi. La question tacite planait entre nous.
Comment avait-il manqué les signes? Comment avait-il permis à son comportement d'atteindre ce point de rupture? Une semaine après l'hospitalisation d'Amber, l'hôpital a organisé une séance de thérapie familiale avec l'équipe de traitement d'Amber. Michael a proposé de venir avec moi, mais j'ai décidé d'y assister seul avec mes parents. C'était quelque chose que nous trois devions aborder ensemble avant d'intégrer les partenaires dans la conversation. La séance fut brutale dans son honnêteté. Amber, fortement médicamentée mais lucide, était assise en face de nous dans une salle de conférence, une travailleuse sociale et un psychiatre facilitant la discussion. Elle semblait plus petite d'une certaine manière, la fausse confiance dépouillée en même temps que le faux ventre de grossesse qu'elle portait. « Je veux comprendre pourquoi », ai-je dit quand on m'a donné l'occasion de parler. Pas seulement pourquoi tu as prétendu être enceinte, mais pourquoi ma grossesse spécifiquement. Pourquoi voler mon échographie? Pourquoi copier ma date d'accouchement? Amber a fixé ses mains un long moment avant de répondre. Parce que tu as toujours tout en premier, a-t-elle finalement dit, sa voix à peine audible. Tu t'es mariée la première, tu es tombée enceinte la première. Tu es l'infirmière qui sauve des enfants tandis que je ne peux même pas garder un emploi pendant une année entière. Maman et papa sont toujours si fiers de toi. Ce n'est pas vrai, a interrompu ma mère. Nous avons toujours été fiers de nos 2 filles. Le thérapeute a levé doucement une main. Madame Wilson, s'il vous plaît, laissez Amber exprimer ses sentiments sans contradiction. Ce sont ses perceptions, qu'elles correspondent ou non à vos intentions. Amber a continué, ses mots gagnant en force. Quand tu as annoncé ta grossesse, c'est comme si quelque chose s'était brisé en moi. Jackson est parti parce que je ne pouvais pas me décider à avoir des enfants. Et puis, soudainement, tu en as un et tout le monde est si excité. Je me suis senti invisible. J'ai pensé que si j'étais enceinte aussi, les gens me verraient à nouveau. Mais ensuite, ce n'était pas suffisant d'être enceinte. J'avais besoin d'avoir ce que tu avais. La même date d'accouchement, le même sexe, la même expérience. Le psychiatre a expliqué que le comportement d'Amber reflétait des problèmes plus profonds qu'une simple jalousie. Des années de comparaison, de favoritisme perçu et de traumatisme relationnel récent avaient culminé dans cette rupture avec la réalité. La fausse grossesse est devenue un moyen d'assurer l'amour et l'attention qu'elle sentait lui manquer tout en essayant de retrouver un sentiment d'identité distincte d'être la sœur de Nathalie. Mes parents ont été forcés de confronter leur rôle dans cette dynamique. Papa a admis qu'il nous avait souvent comparés en grandissant, favorisant généralement mes réalisations parce qu'elles étaient plus conventionnelles et plus faciles à comprendre. Maman a reconnu avoir traité Amber comme plus fragile, créant une prophétie autoréalisatrice où Amber n'a jamais développé de résilience. Pour ma part, j'ai reconnu à quel point je m'étais retiré au fil des ans, me protégeant de la nature compétitive d'Amber plutôt que d'y faire face directement. En essayant d'éviter les conflits, j'avais contribué à maintenir un schéma malsain. La séance s'est terminée sans résolution nette, juste un engagement envers une thérapie continue et une communication honnête. Alors que je me préparais à partir, Amber a demandé si elle pouvait me parler seule un instant. Le thérapeute a approuvé et mes parents sont sortis. Je suis désolé, a-t-elle dit simplement. Je sais que ça ne répare rien, mais je suis désolé. J'ai hoché la tête, incapable d'offrir le pardon pour l'instant, mais reconnaissant ses excuses. Rétablis-toi, Amber. C'est ce qui compte maintenant. Prendre la difficile décision de prendre de la distance avec Amber pendant son traitement était nécessaire pour ma santé et celle de mon bébé. Le docteur Patterson avait été clair, ma tension artérielle restait préoccupante et le stress était un facteur significatif. Michael et moi avons convenu que si je restais informé des progrès d'Amber, le contact direct serait limité jusqu'après la naissance de notre fille. Cette décision a créé une tension supplémentaire avec mes parents qui luttaient pour diviser leur attention entre leur fille hospitalisée et leur fille enceinte. Ils semblaient s'attendre à ce que je rende visite à Amber régulièrement, à participer activement à sa récupération malgré ma propre situation de santé précaire. Elle demande de tes nouvelles, disait maman lors de nos appels téléphoniques, juste une courte visite lui ferait tant de bien. Michael est finalement intervenu après un appel particulièrement bouleversant qui m'a laissé en larmes. Il a téléphoné directement à mes parents, leur expliquant sans équivoque que ma santé et le bien-être de notre bébé devaient être la priorité. Nathalie sera là pour Amber quand elle le pourra, leur a-t-il dit. Mais en ce moment, elle doit se concentrer sur l'accouchement de votre petite fille en toute sécurité. Cela doit suffire.
Sa fermeté a créé une limite que mes parents ont respectée à contre-cœur, bien que la tension sous-jacente ait subsisté. Ils nous ont rendu visite moins fréquemment, partagés entre les visites à l'hôpital avec Amber et les préparatifs pour leur petite fille. Quand ils venaient, les conversations étaient tendues, les sujets importants évités au profit de discussions superficielles sur les couleurs de la chambre de bébé et les vêtements de bébé. L'impact sur notre famille élargie a varié considérablement. La sœur de mon père, ma tante Judith, a immédiatement pris mon parti, ayant été témoin du comportement d'Amber cherchant l'attention au fil des ans. La famille de ma mère s'est largement ralliée autour d'Amber, la considérant comme la victime d'une maladie mentale qui avait besoin de soutien plutôt que de jugement. Les réunions de famille ont été suspendues indéfiniment, la fracture étant trop vive pour être gérée dans des contextes plus larges. Pendant ce temps, les aspects pratiques de la préparation à la maternité ont continué. J'ai commencé mon congé de maternité à 34 semaines, me concentrant sur le repos et la réduction du stress. Michael a transformé notre maison en un sanctuaire, limitant les visiteurs et filtrant les appels. Des amis comme Rachel ont merveilleusement pris le relais, organisant des livraisons de repas et offrant un soutien pratique sans apporter de drame à notre porte. Après 2 semaines de traitement, Amber a été libérée de l'hôpital avec un plan de traitement ambulatoire. Mes parents l'ont ramenée chez eux plutôt que de la renvoyer à son appartement, une décision que j'ai soutenue malgré notre relation tendue. Elle avait besoin d'une supervision et d'un soutien que seule la famille pouvait fournir. Pendant sa première semaine à la maison, Amber m'a envoyé une lettre manuscrite sur du papier à lettres, pas un SMS ou un email. Elle y exprimait un remords sincère, reconnaissant le mal qu'elle avait causé et la confiance qu'elle avait trahie. Elle expliquait que son thérapeute lui avait suggéré d'écrire comme un moyen de communiquer honnêtement sans la pression d'une interaction en face à face. « Je n'attends pas le pardon », a-t-elle écrit. « Je ne suis même pas sûr de le mériter. Mais je veux que tu saches que je travaille dur pour comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Les médecins disent que ce sera un long processus, mais je suis déterminé à aller mieux. Pas seulement pour toi ou maman et papa, mais pour moi-même. » La lettre m'a touché. Sa vulnérabilité suggérait de réels progrès. J'ai répondu par une brève note exprimant ma gratitude pour son honnêteté et lui souhaitant bonne chance dans son rétablissement. Ce n'était pas une réconciliation, mais c'était une reconnaissance, un petit premier pas. Les progrès initiaux d'Amber en thérapie semblaient prometteurs, mais après son retour chez nos parents, elle a connu des revers. Maman a rapporté qu'elle avait cessé de prendre ses médicaments régulièrement et avait manqué ses rendez-vous de thérapie. Elle était devenue fixée sur ma date d'accouchement approchante, demandant à plusieurs reprises quand elle pourrait rencontrer sa nièce, et faisant des commentaires sur la façon dont elle avait presque eu une fille aussi. Ces rapports m'ont profondément préoccupé. Malgré l'intervention professionnelle, Amber semblait incapable de se séparer pleinement du récit de grossesse qu'elle avait créé. Mes parents avaient du mal à gérer ce comportement, déchiré entre faire respecter les limites et éviter les déclencheurs qui pourraient aggraver son état mental fragile. À seulement 3 semaines de ma date d'accouchement, je me suis retrouvé dans la position douloureuse de devoir poser des limites fermes à mes parents. Michael et moi les avons invités à dîner où j'ai expliqué aussi gentiment que possible qu'Amber ne serait pas la bienvenue à l'hôpital lorsque notre fille naîtrait, ni pendant notre première semaine à la maison. Ce n'est pas une punition, ai-je expliqué, voyant la douleur dans leurs yeux. C'est une protection pour notre fille, pour moi, et honnêtement pour Amber aussi. La mettre dans une situation qui pourrait déclencher un autre épisode ne serait juste pour personne. Mon père a hoché la tête lentement, commençant à comprendre. Ma mère était moins acceptante, suggérant que j'étais trop prudente et refusant à Amber la chance de réparer les choses. Réparer les choses ne se fait pas dans une salle d'accouchement, a dit Michael fermement. Cela se fait par une thérapie cohérente et le respect des limites. Nous ne disons pas jamais. Nous disons pas encore. Ils sont partis ce soir-là avec une meilleure compréhension de notre position, sinon une acceptation complète. Alors que ma date d'accouchement approchait, je me suis retrouvé dans l'étrange position de me préparer à l'accouchement tout en étant émotionnellement distante de la moitié de ma famille. Ce n'était pas ce que j'avais imaginé pour ce moment spécial, mais c'était nécessaire. Les dernières semaines de grossesse sont passées dans un tourbillon de rendez-vous chez le médecin, de préparatifs de dernière minute et d'un inconfort croissant. Malgré la tension familiale, j'ai trouvé des moments de pure joie, ressentant les hoquets de ma fille, regardant Michael assembler le berceau, pliant de minuscules vêtements pour notre bébé qui allait bientôt arriver. C'était toujours notre miracle, notre enfant tant attendu. Indépendamment des circonstances entourant son arrivée,
3 semaines avant ma date d'accouchement prévue, je me suis réveillé à 2 heures du matin avec des contractions indubitables. Elles étaient encore espacées de 15 minutes, mais leur intensité ne laissait aucun doute, notre fille arrivait en avance. Michael a calmement chronométré les contractions tout en chargeant la voiture de nos sacs d'hôpital. À 4 heures du matin, quand les contractions sont passées à 7 minutes d'intervalle, nous avons décidé de prendre la direction de l'hôpital. Au milieu des préparatifs de départ, Michael a posé la question que nous avions évitée, devrions-nous appeler tes parents maintenant? Nous avions précédemment convenu d'attendre que le travail soit bien établi avant de les prévenir, nous offrant ainsi une intimité pendant les premières étapes. Mais maintenant, face à la réalité de l'arrivée imminente de notre fille, la décision avait un poids émotionnel. Pas encore, ai-je décidé. Allons à l'hôpital et assurons-nous que c'est bien le moment. Il y aura amplement le temps de les appeler plus tard. Ce choix n'était pas dicté par la méchanceté ou la punition. Il s'agissait de protéger l'espace sacré de la naissance de toute tension ou stress potentiel. Notre fille méritait d'entrer dans le monde entouré de calme et d'amour absolu. Le travail a progressé rapidement après notre arrivée à l'hôpital. À midi, j'étais entièrement dilatée et prête à pousser. La salle d'accouchement est restée paisible. Seulement Michael, moi-même et l'équipe médicale entièrement concentrée sur l'accouchement de notre fille en toute sécurité. À 13h27, Anna Grace Wilson est arrivée, pesant 6 livres et 4 onces, avec un cri puissant et des scores d'Apgar parfaits. Au moment où elle a été placée sur ma poitrine, le temps a semblé s'arrêter. Ses petits doigts se sont enroulés autour de l'auriculaire de Michael alors qu'il se penchait sur nous, des larmes coulant sur son visage. Dans ce moment parfait, le drame familial s'est complètement estompé. C'était tout ce qui comptait, notre fille, saine et belle, enfin dans nos bras après tant de mois d'anticipation. Ce n'est que 3 heures plus tard, après avoir été déplacé dans une chambre de récupération et après nos premières tentatives d'allaitement, que Michael m'a doucement rappelé d'appeler mes parents. J'ai hoché la tête, soudain désireuse de partager notre joie malgré les sentiments compliqués. Mon père a répondu au deuxième coup de fil, sa voix décontractée jusqu'à ce que je partage notre nouvelle. Sa joie immédiate a rapidement fait place à la douleur lorsqu'il a réalisé que nous étions à l'hôpital depuis des heures sans les prévenir. « Pourquoi ne nous avez-vous pas appelé quand le travail a commencé ?» a-t-il demandé, la douleur évidente dans sa voix. « Nous avions besoin de ce temps, papa, ai-je expliqué gentiment. Juste nous 3, sans complications. Mais nous voulons que toi et maman veniez la rencontrer maintenant si vous voulez. » Ils sont arrivés 45 minutes plus tard. Les yeux de ma mère étaient rouges d'avoir pleuré. Que ce soit de joie pour sa petite fille ou de douleur d'avoir été exclue de la naissance, je ne saurais dire. Mais quand Anna a été placée dans ses bras, tout le reste a semblé disparaître. Mon père s'est tenu à côté d'elle, une main sur l'épaule de ma mère, l'autre touchant doucement les cheveux foncés d'Anna. « Elle est parfaite » a chuchoté maman. La question tacite planait dans l'air, où était Amber? J'ai répondu avant qu'il ne puisse demander, je pense qu'il est préférable qu'Amber attende un peu avant de rencontrer Anna, juste jusqu'à ce que nous soyons rentrés et installés. J'espère que vous comprenez. À ma surprise, ils ont tous deux hoché la tête sans discuter. Peut-être que la réalité de tenir leur vraie petite fille avait clarifié les choses pour eux d'une manière que nos conversations n'avaient pas pu faire. Amber a de toute façon une journée difficile, a dit mon père doucement. Cette nouvelle, il serait peut-être préférable d'y aller en douceur. Leur visite fut brève mais guérissante à sa manière. Alors qu'ils se préparaient à partir, ma mère m'a serré fort, chuchotant, « Je suis désolé de ne pas t'avoir cru pour tout. » Je suis tellement désolé, Nathalie. Ce n'était pas une résolution complète, mais c'était un début, une reconnaissance de la façon dont leurs actions avaient contribué à la situation douloureuse. Les 3 premiers mois avec Anna furent un magnifique tourbillon de nuits sans sommeil, de câlins de nouveau-nés et d'adaptation à notre nouvelle réalité de parents. Michael a pris un long congé paternité, créant une bulle protectrice autour de notre petite famille pendant que nous trouvions notre équilibre. Mes parents nous ont rendu visite régulièrement, toujours respectueux de nos limites, ne faisant jamais pression pour qu'Amber soit incluse avant que nous soyons prêts. Par leur intermédiaire, j'ai reçu des nouvelles des progrès d'Amber. Elle était revenue à une thérapie cohérente, avait trouvé un régime médicamenteux qui semblait aider, et avait commencé un emploi à temps partiel dans une librairie locale. Elle ne parlait plus de sa grossesse fictive et avait supprimé tous ses comptes de réseaux sociaux pour se concentrer sur son rétablissement sans distraction numérique. Quand Anna a atteint ses 3 mois, je me suis sentie prête à envisager la prochaine étape de la guérison familiale.
Après en avoir discuté en profondeur avec Michael et consulté le thérapeute d'Amber, nous avons convenu d'une rencontre supervisée entre Amber et Anna. Le thérapeute a suggéré son cabinet comme lieu neutre où elle pourrait faciliter l'interaction et intervenir si nécessaire. Le jour de la rencontre, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions, nervosité, espoir, colère persistante et compassion pour les luttes de ma sœur. Michael et moi sommes arrivés avec Anna dormant paisiblement dans son porte-bébé, ses joues potelées rougies par le trajet en voiture. Amber était déjà là, assise raidement au bord d'un canapé dans le cabinet du thérapeute. Elle semblait plus saine que la dernière fois que je l'avais vue, ses yeux plus clairs, sa posture plus confiante. Lorsque nous sommes entrés, elle s'est levée mais a gardé ses distances, respectant clairement les limites que nous avions établies. « Merci d'être venu », a-t-elle dit simplement. J'attendais avec impatience de la rencontrer. Le thérapeute nous a guidés à travers l'interaction, suggérant que je tienne Anna tandis qu'Amber était assise à proximité, permettant au bébé de s'habituer à sa présence. Alors qu'Anna se réveillait et commençait à regarder autour d'elle avec curiosité, le comportement réservé d'Amber s'est adouci. « Elle a tes yeux ?» a-t-elle observé doucement. La même forme. Après un certain temps, j'ai demandé si elle voulait tenir sa nièce. Au moment où Anna s'est installée dans les bras d'Amber, quelque chose a changé dans l'expression de ma sœur. Un mélange complexe de joie, de chagrin et d'acceptation. « Je suis tellement désolée, Nathalie », a-t-elle dit, levant les yeux du visage d'Anna pour rencontrer directement mes yeux. Ce que j'ai fait était impardonnable. J'ai essayé de voler quelque chose qui n'était pas à moi de prendre. Pas seulement les photos d'échographie, mais ton expérience, ta joie. Je me suis convaincu que je le méritais plus, que d'une manière ou d'une autre, ta grossesse était injuste envers moi. Je vois maintenant à quel point cette pensée était malade. Sa reconnaissance, prononcée alors qu'elle tenait le résultat très réel de ma grossesse, m'a profondément frappé. Ce n'était pas la sœur défensive que j'avais connue, mais quelqu'un qui avait affronté ses propres démons et en était ressorti avec une douloureuse prise de conscience de soi. Je n'attends pas que nous soyons à nouveau proches, a-t-elle continué. Mais j'espère qu'un jour Anna pourra me connaître comme sa tante, et non comme la personne qui a fait cette chose terrible. La maternité avait changé ma perspective sur beaucoup de choses, y compris le pardon. L'amour féroce que je ressentais pour Anna me faisait comprendre à la fois la profondeur de la douleur d'Amber et l'importance de guérir les blessures familiales si possible. Non pas pour moi ou même pour Amber, mais pour Anna, qui mérite de connaître sa famille, les versions saines et en voie de guérison d'eux. Cela prendra du temps, ai-je dit honnêtement. La confiance se reconstruit lentement, mais nous sommes là aujourd'hui et c'est un début. Au cours des mois suivants, nos parents ont travaillé avec diligence pour reconstruire leur relation avec Michael et moi. Ils ont reconnu leur rôle dans l'encouragement du comportement d'Amber au fil des ans et se sont engagés à des dynamiques familiales plus équilibrées à l'avenir. La thérapie familiale s'est poursuivie, parfois tous ensemble, parfois en divers petits groupes. La guérison n'a pas été linéaire ni complète. Il y a eu des revers, des moments où d'anciens schémas ont émergé, où la confiance a vacillé, où la douleur a de nouveau semblé fraîche. Mais il y a eu aussi des progrès. Amber a maintenu son traitement, développé des mécanismes d'adaptation plus sains, et a progressivement gagné de petites mesures de confiance grâce à un comportement cohérent et respectueux. Pour le premier anniversaire d'Anna, nous avions établi une nouvelle normalité. Amber a assisté à la petite célébration, apportant un cadeau adapté à l'âge et interagissant de manière appropriée avec sa nièce. Elle avait recommencé à fréquenter quelqu'un, cette fois avec le soutien de son thérapeute pour s'assurer qu'elle maintenait des limites relationnelles saines. Mes parents avaient trouvé leur équilibre en tant que grands-parents, déversant leur énergie nourricière sur Anna plutôt que d'encourager des dynamiques malsaines avec leurs filles adultes. Quant à moi, la maternité m'avait enseigné plus de choses sur les limites, le pardon et la famille que je n'aurais jamais pensé apprendre. La trahison de ma sœur m'avait profondément blessé précisément parce que la famille a un pouvoir unique de nous blesser. Mais la famille a aussi une capacité unique de guérison lorsque toutes les parties s'engagent dans le travail difficile requis. Anna grandira en connaissant une version de notre famille qui est plus saine que celle qui existait avant sa naissance. Un jour, quand elle sera beaucoup plus âgée, elle apprendra peut-être toute l'histoire de ce qui s'est passé avant son arrivée. Mais plus important encore, elle connaîtra l'histoire de la façon dont sa famille a guéri imparfaitement, progressivement, mais sincèrement. Si vous avez déjà vécu une profonde trahison de la part d'un membre de votre famille, j'espère que mon histoire vous apporte un certain réconfort. Le chemin de la guérison n'est pas rapide ni facile,
mais il est possible. Parfois, les personnes qui nous blessent le plus peuvent changer et parfois le processus d'établissement de limites mène en fait à des relations plus saines à long terme. Avez-vous déjà dû pardonner à quelqu'un qui a profondément trahi votre confiance? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, veuillez l'aimer, vous abonner et la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que la guérison familiale est possible même après les trahisons les plus douloureuses. Merci de faire partie de ce voyage avec moi. Et rappelez-vous, protéger votre paix n'est pas égoïste.